Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Que vous vous demandiez si Atlanta va réussir à se qualifier en playoff après avoir dépensé plus de 50 millions sur ses 4 attaquants, ou savoir si Columbus va se remettre du départ de Cucho Hernandez, ou bien simplement curieux de plonger dans l'univers unique du soccer nord-américain, vous êtes au bon endroit. Alors, attachez vos crampons et préparez-vous pour un voyage au cœur de la Major League Soccer. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de MLS Time. Je vous mets dans la confidence, j'avais déjà enregistré un épisode et bug total, donc je reprends à zéro. Tant mieux pour vous parce que je vous avoue que j'étais pas vraiment satisfait du premier épisode. Bon bref, j'arrête de raconter ma vie et on y va tout de suite pour ce nouvel épisode de MLS Time. Aujourd'hui, pas mal de choses à vous expliquer puisque la MLS a sorti de nouvelles règles, encore et toujours, sinon c'est pas drôle, hein. Et on a une énorme actualité mercato puisqu'on est maintenant à 15 jours de la reprise de la MLS. Et dans une semaine, certaines équipes vont jouer la CONCACAF Champions Cup. Alors sans plus attendre, je vais vous parler des nouvelles règles qui sont sorties. Donc vous en connaissez bien sûr une qui est le Cash for Player Trades que je vous ai déjà expliqué. Et on a eu les premiers transferts avec Dejan Joveljic qui est parti de LA Galaxy à SKC et Jack McGlynn qui est parti de Philadelphie à Houston. Petite précision pour ce transfert en cash, il se trouve qu'on apprend dans le communiqué de la MLS que les joueurs vont récupérer 10% de la valeur du transfert. Donc Jack McGlynn et Joveljic vont récupérer 10% et c'est le club qui les recrute qui va leur verser ces 10%. À noter également, et ça ce n'était pas précisé non plus, qu'un joueur qui est transféré et qui a un statut ne pourra pas être rétrogradé. Oui, parce qu'en MLS, il faut savoir que lorsque vous êtes un DP, des fois que vous ne donnez pas satisfaction ou que, ou que le club où vous êtes veut recruter un autre DP, on peut vous racheter votre contrat. Eh bien, avec cette nouvelle règle, ce ne sera pas possible si vous êtes DP, que vous êtes transféré dans un autre club en tant que DP, et vous ne pourrez pas passer en TAM. Voilà, c'est une précision qui est quand même assez importante quand on voit que Evander va peut-être venir à Cincinnati remplacer Lucho Acosta, mais ça, on va en parler plus tard, ne vous inquiétez pas. Il y a une règle également qui est sortie. Alors clairement, ça va profiter à l'Inter Miami et à Seattle qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs, comme vous le savez. Bon, Miami qualifié, on va dire qu'on leur a donné un peu de manière douteuse cette place, mais voilà, écoutez, Miami et Seattle vont récupérer 750 000 dollars de gamme supplémentaires, hein, pour pouvoir se renforcer. Et ils peuvent également, alors ça c'est une option, mais je pense qu'ils vont l'activer parce que je ne sais pas quel club refuserait, ils peuvent également retirer 1 250 000 dollars de gamme supplémentaire. Et ce ne sera pas déduit de leurs allocations. Donc voilà, écoutez, bah, les deux clubs de MLS, donc Miami et Seattle, vont pouvoir récupérer quasiment 2 millions, enfin c'est même pas quasiment, c'est 2 millions de gammes supplémentaires, donc soit le double de quasiment de l'allocation monétaire annuelle que donne la MLS au club. Également un autre point important, vous savez qu'il y a des effectifs en MLS, donc ils sont limités à 30 joueurs jusqu'à présent, et en 2025 ça va passer à 31 joueurs. Je vais rentrer un peu dans le détail, vous expliquer. Donc aujourd'hui, en MLS, vous avez des rosters composés ainsi. Vous avez droit jusqu'à 20 joueurs, donc les joueurs occupent une place, on va dire, de 1 à 20, qui sont comptés dans la masse salariale, donc de 5 950 000 dollars en 2025. C'est clairement des joueurs qui sont des joueurs seniors, voilà. Et comme je le rappelle, le salaire maximum compris dans la masse salariale, même pour un DP ou un TAM, c'est 743 750 dollars annuels. Il y a à cela la liste supplémentaire, donc qui comprend aujourd'hui 11 places et plus 10 pour arriver à 31. Et dans cette liste supplémentaire, de la 21e à la 24e place, il faut que ce soit des joueurs seniors au salaire minimum de 104 000 dollars, ou des homegrown players, ou des joueurs de la génération Adidas, ou issus de la Super Draft. Donc c'est plusieurs conditions. Et pour les places de la 25 à la 30e place, c'est des joueurs qui gagnent un minimum de 80 000 dollars,
qui doivent être âgés de 24 ans ou moins au cours de la saison dans laquelle la ligue se passe. Donc en fait, la 25 à la 30e place, c'est des joueurs qui gagnent au moins 80 000 dollars, donc c'est vraiment le salaire minimum en MLS, mais qui ont moins de 24 ans. Clairement, ce sont les jeunes joueurs, voilà. Et l'emplacement 31, on nous dit clairement que ce sera pour les joueurs, vous savez, de prêt. Je vous expliquais l'autre jour que vous aviez le droit à 6 prêts désormais par saison. Donc c'est des joueurs qui jouent souvent avec la réserve ou avec d'autres clubs que vous envoyez en USL, mais que vous pouvez récupérer pour des situations où il vous manque des joueurs dans votre effectif. Également, un autre modèle qui change, vous savez, il y a alors un autre modèle qui change, non, il y a 2 modèles aujourd'hui en MLS, donc au niveau des DP, vous pouvez avoir 3 DP seniors ou 3 young DP et également 2 Young DP seniors et 4 DP jeunes. Eh bien, il se trouve qu'en désormais, vous pourrez changer pendant la fenêtre de transfert secondaire, donc d'été, donc du 24 juillet au 21 août. C'est ce que la MLS indique. Alors ça, c'est un point qui est assez important, en effet, parce que du coup, les clubs qui dépensent beaucoup et qui voient qu'ils sont un peu en retard, vous savez, sur la qualification à MLS Cup à la mi-saison, eh bien, ils peuvent réguler. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 Young DP et 2 DP, et dans les jeunes, bon, il y en a un ou deux qui donnent pas satisfaction, ils peuvent racheter le contrat ou le transformer en TAM ou le transférer, le joueur tout simplement, et récupérer un nouveau DP. Donc clairement, ça a son importance. Donc pour renforcer à l'approche de la MLS Cup. Il y a également quelque chose, bon, c'est un peu regrettable, c'est que la MLS clairement a fait comprendre que la Super Draft, elle était plus dans les plans, puisque elle n'est plus diffusée à la télé, ni en streaming, et que Adidas, qui est quand même le sponsor depuis 30 ans, donc depuis la création de la MLS, a dit qu'il ne devenait plus sponsor principal. Donc on est clairement sur la fin d'une époque où la Super Draft, on va dire, est désuète dans le fonctionnement de la MLS. Autre point dans les règles, ça concerne les joueurs internationaux. En 2025, donc cette saison, il y aura un total de 241 places internationales réparties dans les 30 clubs qu'il y aura. Ces places, la MLS nous indique qu'elles vont être négociables, c'est-à-dire que les joueurs pourront en avoir plus de 8 ou moins de 8, et qu'il n'y a pas de limite du nombre de places, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 places internationales, vous pourrez en avoir 15, vous pourrez en avoir 20, enfin voilà. Il y a 241 places que vous pourrez vous échanger entre clubs de MLS. Avant d'attaquer le mercato, il y a un autre petit point qui est assez intéressant, c'est que la CONCACAF a publié cette semaine le top 10 des clubs de la région CONCACAF, donc Columbus reste premier devant le Club América et Tigres qui gagne une place et qui est troisième. Et ensuite, on a donc Columbus premier, comme je vous disais. On a sixième LAFC. Inter Miami est huitième et a perdu une place. Et voilà, on n'a que 3 équipes dans le top 10, donc en MLS, comme je vous le disais la semaine dernière. Et la MLS progresse, mais il y a quand même un retard sportif au niveau des points et du ranking sur la CONCACAF. Alors je pense que ça va se réguler petit à petit, mais la Liga MX, sportivement aux yeux de la CONCACAF, a toujours de l'avance sur la MLS. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va parler d'un joueur qui vous a fait, comme moi je pense, beaucoup de peine à le voir quitter la MLS, c'est Cucho Hernandez, et on passe tout de suite sur le mercato. Con el Cucho, toca por el centro con el Cucho. Lo canta, 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 lo canta. ¡Golazo del Cucho Hernández! Et je vous le disais, oui, on a eu notre presque MVP de la saison passée, Cucho Hernandez, qui, dans les dernières heures clairement du mercato européen, a quitté Columbus, puisqu'il a signé au Real Betis pour 16 millions de dollars quand même, un bonus inclus. C'est un joueur qui avait encore 2 ans de contrat, qui était bien clairement à Columbus, mais je vais vous expliquer un peu plus en détail le départ et le pourquoi du comment. C'est Brianna, donc une suiveuse de Columbus. Elle a eu la possibilité d'échanger avec Issa Toll, qui est le general manager de Columbus. Clairement, il explique qu'en 2022, lorsqu'ils ont recruté Cucho Hernandez, il était en échec en Europe avec plusieurs clubs. Il était à Watford en Championship, ou non, c'était même pas en Championship, il était en Première Ligue, mais Watford se battait pour le maintien tout simplement. Ouais, on se bat pas pour la relégation, ça c'est un truc que je comprendrai jamais. Je fais une digression, mais on ne joue pas la relégation, on joue le maintien. Merci, ça j'entends trop souvent même sur des émissions bien connues, on joue pas la relégation. Non, non, la relégation, vous jouez pas pour descendre, on joue le maintien. Bref, revenons-en à Issa Toll, alors qui avait donc promis à Cucho qu'il allait le relancer, que lorsqu'il y aurait une belle offre et que Cucho serait chaud, il pourrait repartir en Europe, et le but c'était de le faire revenir en équipe nationale. Cucho, on rappelle qu'il avait un salaire de 2,88 millions de dollars par an et il était DP. Clairement, on n'était même pas dans le top 10 des joueurs les mieux payés de MLS. Isato l'a expliqué qu'il y avait
des négociations qui se profilaient pour le prolonger, hein. Cucho, il était vraiment intéressé pour prolonger et en fait, c'est clairement, Cucho quand il a vu l'offre arriver qui a dit à Issa Toll: «S'il vous plaît, vous pouvez y penser parce que c'est clairement une des équipes du top 6 de la Liga. C'est la, 1 ou la deuxième meilleure ligue au monde selon lui et clairement Isato l'a dit: «Bon, on avait convenu avec lui, on n'est pas du genre à garder les joueurs et à forcer, on tient notre parole», ce que ne font pas forcément les general managers de Cincinnati, mais on y viendra après et en gros, il a dit clairement Isato que pendant 3 mois, il y a eu beaucoup d'intérêt pour Cucho, il y a eu des plus grosses offres également que le Real Betis. Mais clairement, Cucho leur a dit: «S'il vous plaît les gars, prenez en considération cette offre qui l'intéressait» et donc bah, voilà, c'est ce qui a mis un terme à l'aventure de Cucho à Columbus et donc il signe, au Real Betis et je pense qu'il va être titulaire parce que clairement, on sait qu'en Espagne, il y a pas énormément d'argent, que les clubs sont pas très riches, même des fois endettés et 16 millions clairement sur un mercato d'hiver, sur un joueur comme Cucho, j'ai vu, il allait avoir, Cédric Bakambu en concurrent. Moi, je pense que Cucho Hernandez a vraiment ses chances de jouer et en tout cas, il faut noter, hein, que, Issa Tole, le general manager, a vraiment, tenu promesse puisqu'il avait dit à Cucho que clairement il le laisserait partir et il nous a expliqué aussi qu'il y a une raison, c'est que Cucho commençait à arriver en sélection colombienne, mais on voyait qu'il avait pas trop de temps de jeu et que clairement la coupe du monde est dans 18 mois et en jouant en Europe, il sera quand même plus sous le feu des projecteurs. En plus, il va jouer la coupe d'Europe. Columbus va tourner une page. Ils ont perdu Zela Ryan et Cucho, qui étaient les joueurs qui les ont menés à la MLS Cup il y a 2 ans. Et je pense que là, c'est clairement une équipe qui est très solide, hein. Il faut pas tout remettre en cause. Ils ont Diego Rossi. Ils ont vraiment, je regardais encore la profondeur de roster qu'ils ont. Ils ont d'excellents joueurs. Et je pense qu'avec les 16 millions, ils vont quand même pouvoir se renforcer, trouver un super attaquant. Super attaquant justement, je vous en parlais la semaine dernière, c'est Brenner. Alors en effet, Tom Bogert nous a confirmé, on est donc aujourd'hui le 7 février, qu'il y avait bien eu des discussions avec Columbus, qui s'était renseigné pour savoir un peu quel était le prix, de Brenner, mais ça n'a pas forcément progressé. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés par Brenner, donc l'ancien attaquant de Cincinnati. Ce sera assez drôle de le trouver à Columbus, puisque c'est le derby Hell Israel entre Columbus et Cincinnati. Et je pense que ce serait la goutte de trop pour les supporters de Cincinnati, déjà avec Lucio Acosta, s'ils avaient Brenner, leur ancien attaquant vedette, qui venait à signer à Columbus chez l'ennemi. Et comme je vous le disais, donc oui, ils ont perdu Cucho, mais ils ont également perdu leur backup, leur autre attaquant qui est Christian Ramirez, puisqu'il a signé à LA Galaxy pour 250 000 gammes et 250 000 autres gammes en option. Je vous en parlais la semaine dernière qu'il y avait l'América de Cali qui avait fait beaucoup d'efforts pour le recruter, mais apparemment, bon, bah, Christian Ramirez a donné sa priorité au champion de MLS Cup et il va donc être l'attaquant pour le moment titulaire de LA Galaxy, puisque LA Galaxy, comme je vous l'ai dit en préambule, a perdu Joveljic qui a signé à SKC. Donc comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ils ne pouvaient pas lui donner de DP parce qu'ils n'avaient pas d'emplacement disponible. Donc ils vont lui donner un DP et il paye 4 millions en cash, donc le cash for player trade a enfin eu sa première recrue qui est donc Dejan Joveljic qui signe jusqu'en 2027 avec une option pour 2028 à SKC. À noter que le LA Galaxy s'est également rapproché d'un joueur de Botafogo, donc Mateus Nascimento, qui était prêté cette saison. Il a 20 ans et clairement ce serait pour être éventuellement le backup de Christian Ramirez, pardon. Voilà. Alors il y a Miguel Berry également, mais bon, Miguel Berry, on sait que c'est quand même assez limité en termes d'attaquants. J'en reviens à SKC qui a finalisé l'arrivée de Manu Garcia et Chapi Suleimanov, qui arrivent tous les deux de Laris Salonique. Donc Garcia, il signe jusqu'en 2027 avec une option pour 2028 et ce sera un DP. Et Suleimanov, il signe un contrat classique, pas DP, pas TAM, jusqu'en 2026 avec une option pour 2027. Voilà, SKC qui dit qu'il va reconstruire. Bon, ils ont dit on fait un petit package, hein, ils ont mis 5 millions sur 2 joueurs de Laris Salonique. Ça me paraît assez balèze, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et puis je pense que Manu Garcia, qui est un joueur, je crois, qui a joué au Real Madrid, si je ne dis pas de bêtises, et qui a des sélections avec l'Espagne, voilà, un joueur d'expérience qui va être intéressant au milieu avec le départ de Rémi Walter. D'ailleurs, Rémi Walter, on n'a pas de nouvelles, donc je ne sais pas où est-ce qu'il peut avoir rebondi. Il faudrait que je me renseigne, en effet.
Je passe à New York, NYCFC plus précisément. Donc Jovan Mijatovic, je vous avais dit que le garçon voulait parvenir, qu'il voulait retourner en Europe. Eh bien écoutez, il a signé en prêt jusqu'en juin 2025 à Louvain en Belgique. On rappelle, hein, c'est quand même le plus gros transfert entrant de l'histoire de NYCFC et il fait déjà des siennes dès la fin de la première saison. Donc voilà, à suivre ce joueur qui a l'air d'avoir un boulard surdimensionné. Et Christian Moraes, donc un des suiveurs, vous savez, je vous avais parlé de Territorio MLS, donc c'est les Brésiliens plus précisément, qui nous a indiqué, et ça a été confirmé par Gay Globo, que John Textor s'intéresse à Santiago Rodriguez, donc le joueur vedette d'NYCFC, et que les discussions auraient débuté entre NYCFC, Santiago Rodriguez et Botafogo. Donc ça, c'est vraiment à suivre. On reste toujours sur New York, mais cette fois-ci, on va au Red Bull, donc qui ont validé l'arrivée, ou plutôt le retour de leur ancien joueur il y a quelques saisons, Tim Parker, le défenseur central, qui était à New England l'année dernière et avant qui était à Saint-Louis. Un joueur d'expérience, hein, qui va rendre de grands services et je pense qu'il peut être titulaire, voilà, donc à suivre. Et ils ont également officialisé l'arrivée du latéral gauche Marcelo Morales de l'Universidad de Chile. Alors, il n'y a pas eu de montant de transfert, en tout cas, il signe jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. Il n'est toujours pas arrivé puisqu'il va devoir attendre d'avoir son visa P1 pour venir aux États-Unis. Alors, ils ont été plutôt actifs, hein, puisqu'ils ont également officialisé la prolongation de contrat de Lewis Morgan. Donc, il passe sur un contrat TAM. L'initiative TAM, vous vous souvenez, donc 2,2 millions accordés à chaque club en MLS. Eh bien, lui, ils vont lui donner 1 million de salaire par an. Donc, clairement, il voulait rester malgré des offres en Europe. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Et attention, hein, les Red Bull New York, je trouve qu'ils ont vraiment une belle équipe avec alors Choupo-Moting, Forsberg, Lewis Morgan. C'est vraiment intéressant cette équipe. Et en plus, ils ont Carlos Coronel, leur gardien, donc a déclaré son amour à la ville et au club. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait une prolongation de contrat, je pense, dans la saison à long terme pour lui. Un autre club de l'Est qui a été très actif, et c'est Orlando, puisque bon, on n'est pas loin de l'officialisation de l'arrivée de Edward Atuesta, l'ancien joueur de LAFC. Là, il était clairement à Palmeiras, mais il rentre pas dans les plans, même si apparemment, de ce que j'ai lu, il a été très bon sur le championnat régional, puisqu'au Brésil, vous avez un championnat régional avant de démarrer la saison. Lui, il arriverait pour remplacer Wilder Cartagena, parce que vous savez, comme vous l'avez peut-être vu, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille, donc il va être absent plusieurs mois. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que Palmeiras va conserver un pourcentage à la revente sur Atuesta. J'ai demandé à Christian Moraes comment ça se faisait. C'est que vu qu'ils vont le libérer, alors qu'il avait un contrat encore pluriannuel, ils lui ont dit, bah écoute, par contre, on te libère, on fait un geste, mais tu fais un effort et on prendra une plus-value sur une éventuelle revente. Ce qui est un deal plutôt gagnant-gagnant. Et donc Orlando a également finalisé l'arrivée de Marco Pasalic de Rijeka, c'était dans les tuyaux, qui signe en tant que DP jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. Et lui, j'ai vu quelques vidéos et Garincha, mon ami, m'a renseigné. C'est une sacrée patte gauche qui va nettoyer quelques lucarnes en MLS, je pense. À suivre. En tout cas, une vraie belle équipe à Orlando, hein. Je pense qu'ils vont être encore dans leur position d'outsider. Ramiro Henrique, pour moi, jouera devant. Alors, pour moi, c'est mon football. Je préfère lui à Duncan McGuire, mais Ramiro Henrique est à suivre. On va avoir Marco Pasalic. On a également le Brésilien, j'ai mangé son nom, qui va être lié gauche. Franchement, non, ça va être très très intéressant cette saison de suivre Orlando. Autre équipe qui va être très intéressante à l'Est, et c'est mon équipe, c'est ATL, Atlanta, qui a enfin officialisé l'arrivée d'Emmanuel Latlas. Alors là, c'est assez dingue, hein, puisque comme je vous le disais, c'est un montant record en MLS en termes d'arrivée, 22 millions de dollars, et il y a 5 millions de bonus possibles. Contrat d'IP de 4 ans avec une année en plus possible, une option club. Franchement, c'est un truc de fou, hein, comme je vous dis. Alors, si on compte les options, c'est 27 millions de dollars pour un joueur qui a mis depuis 3 saisons plus de 10 buts dans sa carrière à 26 ans. Alors je pense qu'en MLS il va se régaler, hein, ça a l'air d'être une fusée, il va être très bien entouré puisque on va y venir tout de suite, hein, il va être entouré de Miranchuk, Almiron qui a signé donc et Sabalo Bianidze. Faut noter qu'à ces 4 joueurs-là, hein, devant, ça a coûté plus de 50 millions quand même à Atlanta, hein. Donc c'est pour vous montrer qu'Atlanta, qui est toujours dans le top 5, même top 10, a trusté toutes les places des transferts records, voilà, a d'énormes moyens. Petite anecdote, c'est que Emmanuel Latlas a choisi le numéro 19 et je trouve qu'il est vraiment un peu maudit à Atlanta puisqu'il y a eu Rios. Bon, Rios, c'était pas un top attaquant qu'il l'avait la saison passée.
Mais il y a eu Luis Arrojo avant, l'ancien joueur de Lille qui est maintenant au Brésil, qui l'a eu et lui c'était vraiment pas une réussite en tant que DP. Il y a eu Mick Berry, c'est vraiment pas un joueur terrible qui l'a eu et Brandon Vasquez à l'ancienne l'a eu et c'était un flop monumental à Atlanta. Enfin, il était encore jeune mais voilà. Donc le numéro 19 à suivre, j'espère qu'il va briser la malédiction pourvu qu'on ait un attaquant qui nous mette la vingtaine de buts. En tout cas, Atlanta a vraiment une force de frappe offensive très intéressante. Ils ont Bartos Lis et Mateusz Klic au milieu, ça va être très bien avec Muyumba également. Xandé Silva sur le côté qui peut rentrer. Franchement, même la ligne arrière, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on nous a parlé cette semaine d'une potentielle arrivée pour 2 ans de Mario Rui, l'ancien latéral gauche de Naples, qui est désormais libre. Il y aurait également, selon Fabrizio Romano, Dallas qui est dessus, mais Tom Bogert a clairement indiqué que Dallas n'était pas dessus et souvent Fabrizio Romano arrive un peu après la guerre sur les infos en MLS. Donc voilà, on va croire Tom, c'est lui qui a les infos, c'est l'homme qui sait. Voilà. Alors par contre, pour revenir à Mario Rui, je trouve ça un peu dingue à Atlanta puisqu'il y a Pedro Amador qui a été incroyable sur la fin de saison, la deuxième partie de saison la saison passée. Et je trouve ça assez dingue de lui ramener un joueur comme Mario Rui dans les pattes. Si ça se fait, en tout cas, je serais assez étonné du côté d'Atlanta, pardon, mais ça fera de la profondeur d'effectif puisqu'il y en aura besoin. On revient sur Dallas dont je vous parlais pour l'intérêt sur Mario Rui démenti par Tom Bogert. Ils avaient un jeune joueur qu'ils avaient acheté l'année dernière, Enes Sali, un attaquant qu'ils avaient quand même acheté pour 3 millions de dollars. Il a beaucoup joué avec North Texas et il n'a pas joué, si vous voulez, avec l'équipe 1 de Dallas. North Texas, oui, c'est l'équipe de MLS Next Pro de Dallas. Et ils l'ont envoyé en prêt à Al Rayad en Arabie Saoudite. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec la nouvelle réglementation, ils vont libérer une initiative U22, donc un Young DP, puisque Al Rayad va prendre à 100% son salaire en charge. Voilà. Tom Bogert, toujours lui, hein, ouais, franchement, suivez-le si vous ne le suivez pas encore. C'est vraiment l'homme qui sait, comme je le dis et je le répète chaque semaine. Alors, il nous a dit qu'il y avait un nom à surveiller et qu'il y avait un intérêt pour Benjamin Rolaiser, l'attaquant numéro 10 de Benfica, et que Dallas fait partie des clubs intéressés. Bon, il n'y a pas eu de progression dans les discussions, mais il serait intéressé et lui, il serait ouvert à une éventuelle arrivée en MLS. Alors, j'ai vu aussi passer qu'il y avait des clubs comme Botafogo, je crois Palmeiras également qui seraient intéressés. Donc voilà, et ça va être concurrence MLS Brasileiro pour recruter éventuellement ce joueur qui a l'air open à un départ de Benfica. Après, toujours assez réticent sur Benfica, hein, qui demande des énormes montants de transfert, hein. On le sait, les clubs portugais revendent très bien. Mais rien que quand on voit qu'Arthur Cabral, qui a rien d'exceptionnel, qui était leur attaquant, ils ont refusé une offre de 16 millions et de 18 millions d'Atlanta pour le joueur. Voilà, bon, bah écoutez, affaire à suivre pour Benjamin Rolaiser. On arrive à ce qui va vous intéresser, je pense, aujourd'hui. C'est Cincinnati. C'est un très très gros dossier. On va commencer par le plus simple. Ils ont signé le jeune défenseur Gilberto Flores, donc à l'initiative U22 jusqu'en 2027 avec 2 années d'option pour 2028-2029. Ils ont quand même mis 2 millions de dollars, hein, sur ce jeune joueur, j'ai hâte de voir. Ils attendaient de la profondeur et de la jeunesse sur leur défense et c'est chose faite. On a eu l'officialisation d'Alvaro Barreal qui signe à Santos avec une option d'achat, comme je vous l'avais dit précédemment, de 4 millions de dollars s'il joue plus de 65% des matchs. Et je vous répète, une fois de plus, je pense que ça peut, euh, ça peut faire 60% et bench jusqu'à la fin de saison. En tout cas, Alvaro Barreal va partager le vestiaire avec Neymar, faut le signaler. Et on arrive au gros dossier, la fronde à Cincinnati. Bon, la fronde, Yuya Kubo, vous savez que c'était un des frondeurs, il est enfin revenu. Luca Orellano, il est revenu, mais il n'a pas joué aux 2 derniers matchs. Au début, on nous a dit qu'il était soi-disant blessé, mais en fait, non, le copain, il a tout de suite rectifié, il a dit non, je suis pas blessé. Mais j'attends à ce qu'il y ait une rectification du litige contractuel. Bon, si avec ça, ça irait. Mais là, maintenant, on va arriver à Lucho Acosta, le MVP 2023 quand même, hein. Laurel Pfaller, la suiveuse de Cincinnati. C'est pareil, si vous ne la suivez pas, elle est vraiment incroyable, elle a toutes les infos, Laurel, allez-y, n'hésitez pas. Elle a eu la chance d'interviewer Lucho Acosta, et bah, je vais vous dire un peu le contenu de l'article qu'elle a publié avec les quotes de Lucho Acosta. Clairement, Lucho Acosta, il a dit, je cite, si je pars de Cincinnati, c'est uniquement la faute du general manager Chris Albright. Ma frustration à la fin du dernier match de playoff était entièrement due au fait du changement de Chris dans le vestiaire et que ce dernier est devenu trop petit pour nous deux. On est clairement sur une guerre d'ego entre le general manager et Lucho Acosta, qui nous explique donc que sa frustration elle a commencé même en 2023.
Il indique, Lucho Acosta, en fait, qu'ils étaient performants, qu'ils étaient, pas loin de la finale de MLS Cup et que le general manager, il a commencé à vendre tous les joueurs. Enfin, tous les joueurs performants. Alvaro Barreal, Moreno, Arias, et que selon Lucho Acosta, il a dit que c'est un manque d'expérience et d'ambition du general manager. Alors tu m'étonnes que quand tu es le general manager, que ton joueur star, il te chie dessus en disant que tu manques d'expérience et d'ambition, alors que tu as quand même fait passer ton club de la serpillière de MLS à une équipe qui joue aujourd'hui le top 5. Ouais, tu peux avoir ton ego un petit peu froissé, je l'entends bien. Il ajoute, Lucho Acosta également, et ça je l'ai partagé sur les réseaux, que Cincinnati est l'endroit où il avait prévu de prendre sa retraite, la ville où ses enfants ont des amis, qu'il aime les fans, en gros mais que sa situation elle devient de plus en plus insupportable avec le general manager et que qui veut le forcer à partir. On sait aussi qu'Estudiantes a un accord avec Cincinnati aux alentours de 5 millions de dollars pour Lucho Acosta. Bon, on nous dit l'inverse et son contraire, comme quoi il serait proche d'avoir un accord avec eux, mais après on nous a dit que Estudiantes, pour l'instant, il mettait la priorité sur le recrutement d'un défenseur central. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment c'est géré à Cincinnati, parce que c'est quand même tes gros joueurs que tu fais partir avec, en effet, Alvaro Barreal, Moreno, Arias. Là, aujourd'hui, clairement, on a vu la photo de Lucho Acosta qui est sur un vélo stationnaire, qui est à part de l'équipe et qui met un emoji en mode je comprends pas ce qui m'arrive. Il fait un article en se plaignant. Bon, je comprends aussi la direction, hein. C'est un joueur à qui ils ont tout donné, il donne tout. Reste à ta place un moment, Lucho. Joue au foot, régale-nous, s'il te plaît. Mais je pense que là, c'est très mal parti puisque bon, ça va faire la transition sur Portland. Lucho Acosta, clairement, il a son destin qui est lié. Maintenant, on le sait à Evander. Et je pense que le general manager, il attend juste une chose, c'est que Lucho Acosta dégage. Et comme ça, il fait venir Evander, qui veut plus rester à Portland. Mais sauf que, clairement, Lucho Acosta et Evander, mais c'est les mêmes situations. Evander, alors pour en passer à Portland, il vient d'avoir sa green card. Il y a la semaine dernière quand même, hein. Et là, il a enfin dit qu'il arrivait aux États-Unis. Donc je pense que si Evander arrive aux États-Unis, c'est que ça va se décanter dans les jours à venir. Je pense que d'ici une semaine ou deux, à la reprise de la MLS, ce sera réglé cette histoire. Oui, parce qu'en plus, le fait que Evander ne veuillent pas rester à Portland. Ils ont bien compris Portland et ils ont déjà le joueur qu'ils veulent après, c'est Pereira da Costa qui joue à Lens. Sauf que Lens, ils ont dit clairement qu'ils n'allaient pas attendre éternellement et que s'il y avait une décision à prendre, c'était dans les semaines à venir parce que clairement, ils ne peuvent pas se positionner. Donc en gros, j'en déduis qu'aujourd'hui, Cincinnati ils veulent dégager Lucho Acosta, qui a toujours pas d'accord avec Foster Gillette pour aller à Estudiantes. Il a déjà joué à Estudiantes, hein, Lucho Acosta. Et en gros, le départ d'Acosta va tout décanter puisque Cincinnati va ensuite signer Evander et ensuite Portland va aller chercher Pereira d'Acosta. Et en plus, on a eu la confirmation puisque le coach de Portland qui disait que c'était comme son fils en fin de saison dernière, Evander, là il nous a dit clairement qu'il ne l'attendait pas à la pré-saison à Coachella. Et il a dit le club travaille avec Evander et ses représentants pour trouver une solution. Je vois une fin rapide à cette résolution. Clairement, je pense qu'Evander arrive, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, et que ça va se décanter cette semaine. Donc il faut vraiment suivre ce dossier. Mais voilà, écoutez, je me dis entre la peste et le choléra, c'est-à-dire que tu vas perdre Lucho Acosta, qui déjà l'année dernière t'avait demandé une revalorisation, ce qui était logique, il venait d'être MVP. Là, il fait encore des siennes. Tu vas récupérer Evander qui a fait des siennes à Portland. En effet, je pense que Chris Albright, tu manques un petit peu quand même de recul sur la situation. Bref. On continue sur Portland, puisqu'on a eu une info cette semaine. Alors, il n'y a pas eu de suite, c'est que Pumas, le club de Liga MX, s'intéresse à Jonathan Rodriguez, leur autre attaquant excentré. Le joueur, ça ne le dérangerait pas en gros de revenir au Mexique, hein, puisqu'il y a déjà joué, mais il est sous contrat jusqu'en 2026 avec Portland. Voilà, on va voir si ça se poursuit, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles. Ils ont également prêté Hunter Zulte en USL à Indy Eleven pour la saison, donc c'est très intelligent puisque c'est un jeune gardien très prometteur. Et ils ont signé enfin Jimmer Fori de l'Independiente Medellín, c'est un défenseur latéral gauche, jusqu'en 2028 avec une option pour 2029. On arrive à Houston, donc, qui a réalisé le deuxième transfert en cash de l'histoire, puisqu'à la surprise générale, ils ont recruté Jack McGlynn de Philadelphie. Donc c'est 2,1 millions de dollars et 1,3 million de dollars en bonus. Enfin, c'est un beau transfert pour Houston. Franchement, moi je trouve pas ça cher. Et je trouve que Philadelphie fait vraiment pas une bonne affaire, même s'il garde une clause à la revente de... Franchement, Jack McGlynn, moi, 2 millions, j'aurais peut-être patienté un petit peu, sachant qu'il avait un contrat encore de quelques saisons. Mais bon, écoutez,
Ils avaient reçu apparemment des offres de Championship et d'Italie qui étaient moins bonnes que Houston, donc comme quoi le cash for player trade permet quand même de garder des jeunes talents, puisque bah, Houston a fait des meilleures offres que des clubs clairement qui sont en Europe. Ils ont également Philadelphie officialisé l'arrivée de Jovan Lukic jusqu'en 2026 avec des années d'options pour 2027 et 2028. Philadelphie, je le répète, hein, est un effectif qui est en... Alors, non. Vous voyez, même là, je bug. Je sais pas comment juger cet effectif. Quand je regarde les joueurs 1 à 1, ils ont vraiment de la qualité. Mais moi, c'est leur coach, ça me fait peur parce que c'est un coach qui demande beaucoup d'énergie dans son jeu. Et j'ai peur que Philadelphie, ils aient du mal à suivre les joueurs. Faudrait pas qu'il y ait beaucoup de blessés. Bref, écoutez, à suivre. Mais Philadelphie, moi, je j'arrive pas à me dire qu'ils vont encore louper les playoffs cette saison. Mais quand je regarde les autres équipes se renforcer, bah, je me dis, punaise, ouais, c'est possible qu'ils le loupent. Je reviens sur Houston qui a abandonné la piste de l'international israélien Mohamed Aboufani de Ferencvaros qui voulait signer en DP. Voilà, c'est tombé à l'eau. Et on a appris aujourd'hui donc, que Junior Urso, l'ancien joueur de Charlotte, devrait signer en tant que joueur libre à Houston au milieu, donc un joueur d'expérience. C'est intéressant. Maintenant, eh ben, écoutez, Houston, va falloir recruter du lourd au milieu, enfin en numéro 10, puisqu'on attend votre nouveau DP. Quoi. Il y a toujours 3 spots DP de libre. Donc on attend de voir ce que vous allez faire, les gars. On arrive à Miami. Alors, Calendar, qui est toujours blessé, qui soigne une blessure à l'adducteur. Et clairement, Mascherano, il a dit que sur le poste de gardien, il s'agissait d'une compétition ouverte. Ça fait plusieurs saisons qu'on nous dit quand même que Miami envisage toujours de recruter un nouveau gardien. Ils l'ont, c'est un Argentin. Bon, on sait que c'est un peu un club d'Argentins maintenant, Miami, et Calendar, j'ai peur pour lui, franchement. J'espère pas qu'il va cirer le banc parce que c'est un bon gardien, mais le gardien argentin, j'ai mangé son nom également, qu'ils ont fait venir, bah, je pense que ça va lui faire du tort. Surtout s'il est blessé en début de saison et que le gardien qui va jouer est bon, ça peut être compliqué ensuite de revenir. Facundo Farias a quitté donc Miami et lui, il va à Estudiantes, donc peut-être un futur coéquipier de Lucho Acosta. Et on nous a indiqué qu'ils avaient fait une offre de 3 millions de dollars pour un jeune attaquant de 18 ans, donc équatorien, qui joue au Barcelona SC. C'est Allen Obando, mais il serait en concurrence avec l'Atlético Madrid qui aurait une longueur d'avance. Je tiens à noter une chose, et ce que j'ai lu sur la prépa, c'est que Luis Suarez est un peu en difficulté physiquement. Et ouais, je pense qu'il arrive dans les frais. Hein. Le Luis Suarez, il a peut-être pas eu les injections sur les genoux cette année, et ça paraît apparemment compliqué sur cette prépa. On passe à LAFC. LAFC, donc il y a le feuilleton Cristiano Oliveira, où bah, Grêmio aurait fait une offre de 3 millions de dollars, mais LAFC, ils en veulent 5 millions. Ils seraient apparemment optimistes, comme quoi ils trouvent un terrain d'entente, mais on nous dit hier que ça se serait refroidi. Enfin voilà, c'est un bourbier pas possible. Écoutez, moi en tout cas, ce que je vois et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de donner la chance à un très jeune joueur qui va pour moi être le joueur qui va exploser cette saison, c'est David Martinez. De ce que j'ai lu, il a été très bon sur cette préparation et David Martinez, pour moi, c'est le joueur qui va crever l'écran cette saison. C'est le top 1. Donc à suivre, mais je pense qu'il va démarrer titulaire en tant qu'ailier droit et j'espère qu'il va faire vraiment une belle saison, ce jeune joueur. Si vous ne le connaissez pas, le jeune Vénézuélien David Martinez, allez le suivre. Oui, où je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait des rumeurs sur Roman Burki au Danemark. Bon, le coach, il a tout de suite dit, et je cite, je peux vous dire dès maintenant que Roman va commencer et finir la saison avec nous. C'est le meilleur gardien de but de la ligue. Bon, c'est bon. On a tout dit sur Saint-Louis. L'équipe bosse bien de ce que j'ai vu. Et je pense que Marcel Hartel cette saison, c'est 15 buts, 15 passes D. Je l'annonce, voilà, je me mouille. Je vais commencer à me mouiller un peu sur certains joueurs. Marcel Hartel, 15 buts, 15 passes D cette saison au moins en MLS, le double-double. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, il va avoir une vraie ligne de stade, je pense, cette saison. On arrive à Toronto parce que je suis obligé de vous parler d'Insigne chaque semaine, sinon c'est pas drôle. Insigne, le jour de la date limite des transferts en Europe, il a refusé une offre de Valladolid en Espagne. Et il y aurait Besiktas qui essaierait de la tirer d'ici la fin du mercato, donc mardi prochain, comme je vous ai dit. Donc voilà. Bon, Insigne, c'était juste parce qu'il fallait parler de Toronto et que je voulais vous parler d'Insigne parce que c'est le feuilleton et sinon c'est pas drôle. Mais bon, à 15 millions 4, on le répète, par an, je pense qu'il n'y a aucun club européen qui lui donnera ce salaire. On arrive à Minnesota. Alors Minnesota, on va faire vite, hein. Ils ont signé le jeune joueur de Gwangju, Oyo Jung, jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. Donc c'est un milieu de terrain.
J'arrive à Montréal, donc un ancien, Gabriel Corbo, qui a signé en Espagne en Liga 2 à Cordoba et ils ont enregistré, l'arrivée de Luca Petrasso, le défenseur latéral qui a déjà joué à Orlando et Toronto et Brandon Craig, un jeune défenseur central de 20 ans qui était à Philadelphie, formé là-bas. On sait que Philadelphie, ça forme bien, ce sera un joueur intéressant à suivre, qui a joué beaucoup en réserve à Philadelphie. Et ils ont également signé Dante Silly, un autre jeune joueur, donc plutôt ailier gauche, qui arrive de Dallas libre. Voilà, bon, ils font dans la jeunesse à Montréal. Je trouve que c'est un peu léger quand même le roster. Je trouve que ça manque un peu de qualité et de top joueurs. Donc bon, on le verra la semaine prochaine. Je vous rappelle, hein, la semaine prochaine, 2 épisodes qui vont sortir assez exceptionnels avec 8 de Pique qui fait les compositions pour le jeu Sorare sur la MLS depuis plusieurs années. On va se faire le tour de toutes les équipes de MLS. On aura un épisode conférence Est, un épisode conférence Ouest qui va sortir à une semaine de la reprise de la MLS. Donc voilà, ne manquez surtout pas la semaine prochaine. Il y aura certainement un petit épisode comme ça sur le mercato que je vous ferai. Mais il y aura aussi les 2 gros épisodes qu'on enregistre samedi prochain avec 8 de pique. On arrive à Colorado. Colorado et DC, hein, ça concerne les deux. Colorado a recruté le jeune joueur DC United Ted Di Pietro. Alors c'est un transfert en cash, c'est pas encore officiel, mais ce serait 1,250 millions de dollars avec 275 000 dollars de bonus possible. Donc je pense que l'officialisation va arriver prochainement. C'était Tom Bogert qui l'avait dit. Et ça c'est pareil, c'est complètement fou. Di Pietro qui est assez prometteur et intéressant à DC. Donc c'est peut-être l'arrivée du numéro 10 brésilien, j'ai plus son nom, qui va qui le pousse vers la sortie. En tout cas, Colorado, moi j'aime beaucoup, c'est une équipe assez jeune. Je pense qu'on va avoir une belle équipe là-bas avec George Mihailovic, les frères Bassett, Di Pietro, Navarro en attaque. Non, non, j'aime beaucoup cette équipe là-bas. On arrive à San José, donc qui s'est séparé mutuellement de Carlos Gruezo, leur ancien designated player, voilà, qui libère un spot DP. Et on a eu une info comme quoi Foster Gillette, dont je vous parlais la semaine dernière, il aurait un accord verbal avec Hernan Lopez pour résilier son contrat avec San José. Les documents étaient en cours de rédaction pour qu'il aille à Vélez. Donc voilà, Foster Gillette, dont je vous disais qu'il avait un accord avec Estudiantes, apparemment, bah, ce sera à Vélez puisqu'il leur en doit une, voilà, clairement. Bon, c'est dommage si San José perd comment Hernan Lopez parce que je voulais vraiment le voir dans cette attaque de folie qu'ils vont avoir. Mais du coup, ça me dit que Amal Pellegrino, si Hernan Lopez part, et bah, il aura peut-être sa chance. Moi, j'y crois vraiment à Amal Pellegrino, qui pour moi, du côté de Bodo Glimt, avait vraiment été bon. Et j'ai du mal à me dire que il va pas réussir en MLS, ce joueur. Il m'intrigue. En tout cas, bah voilà, Chicho Arango, Joseph Martinez et Christian Espinoza sont bien là, eux. On arrive à Vancouver qui va finaliser l'arrivée de Sabi qui arrive du Havre. Alors c'est un joueur qui va leur coûter quand même 1,1 million de dollars avec 300 000 dollars de bonus, voilà. Et Alessandro Schopf quitte le club et rejoint Wolfsberger en Autriche, voilà. Il y a déjà joué, il y retourne. On arrive à Charlotte qui a eu beaucoup d'intérêt pour Patrick Aguiemang. Il y avait Ghent, comment en Belgique était intéressé pour l'associer avec un ancien aussi de MLS, Dante Vanzer. Mais Charlotte a clairement fait comprendre qu'il n'était pas à vendre. Ils avaient aussi des offres de championship. Moi, je mise beaucoup sur Charlotte cette saison. Franchement, Wilfried Zaha, il y a eu des commentaires comme quoi cette saison il allait tout casser. Même ses coéquipiers, ils ont dit waouh, c'est vraiment fort et les défenseurs vont avoir des maux de tête sur lui cette saison. Je trouve que c'est une équipe qui est hyper bien structurée. Kalinja, meilleur gardien de MLS, Malanda, Rim, vraiment de l'expérience sur la ligne arrière. On a également Pep Bill. Ouais, putain, j'en ai mal au crâne. Pep Bill, Abada, Aguiemang et Wilfried Zaha, c'est vraiment une grosse, grosse équipe, hein. Avant de terminer, on va arriver du côté de Chicago. On a appris une mauvaise nouvelle, donc David Poreba s'est déchiré le ligament croisé antérieur et ça risque d'être une saison blanche. Il s'est fait ça à l'entraînement et il va être opéré dans les prochaines semaines. Voilà. Et pour terminer, on va aller un peu dans des infos en vrac, mais Latif Blessing qui a du mal donc à s'imposer en MLS, qui change de club tous les 6 mois malheureusement. À 28 ans, il a fait beaucoup de clubs ces dernières saisons. Il serait pisté par Vasco de Gama au Brésil. On a eu l'officialisation de Alex Ring, l'ancien DP d'Austin, à Helsinki en Finlande. Et Alexandre Matan, qui a été laissé libre par Columbus, intéresserait Toluca.
Eh bien, écoutez, sur cette dernière info d'Alexandre Roumatin, je vais vous laisser sur cet nouvel épisode. Donc, n'oubliez pas et notez bien que la semaine prochaine, il y aura 2 épisodes exceptionnels avec Beat de Pique Nico. On va se faire donc tous les rosters et j'espère que vous allez vous régaler. En tout cas, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MLS Time. Allez,